Pourquoi le métier d'enseignant n'est plus un choix de carrière ? C'est une question que je me suis posée avec Caroline, enseignante française que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Montréal, ville dans laquelle je vis et enseigne depuis août 2022. Pour moi, c'est un questionnement important car nous sommes dans un monde où la notion du travail change et où le métier d'enseignant reste bloqué, figé, dans un système archaïque du travail. Alors avec Caroline, on s'est interrogé sur tout ça, sur notre rapport à l'ambition, à la culpabilité, au don de soi, à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, au temps aussi qu'on a envie de consacrer à notre travail. Alors que vous soyez enseignant ou non, ce podcast vous intéressera car, au-delà même du métier d'enseignant, il interroge tout cela, donc j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute sur Profcast, c'est parti. Salut Caroline, je suis trop contente de te recevoir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être enseignante ? Alors moi aussi, je suis ravie d'être là. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'être enseignante ? Déjà, j'aime bien le fait que ça englobe plein de matières. Je suis un peu touche à tout et du coup, je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir faire des mathématiques, puis après dans l'heure pour pouvoir faire de l'art plastique, etc. J'ai fait de la musique, donc pareil, je m'y retrouve un petit peu là-dedans. Puis j'avais vraiment envie d'un métier dans l'humain. J'étais sûre de pas vouloir travailler dans un bureau et de faire un métier qui avait du sens pour moi et de transmission. Et quand tu dis du sens pour toi, est-ce que c'était vraiment du sens pour toi ou du sens pour la société dans laquelle on est ? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on confond un peu, mais à juste titre parce qu'on est jeune. Moi, je me suis posé la question aussi parce que j'avais envie de faire un métier qui avait du sens. Et finalement, je me suis aussi posé la question, comme c'est un métier, on va en reparler, qui est quand même pas facile, où il y a beaucoup de challenges. Quand tu dis du sens pour toi, c'était par rapport à quoi ? Alors, c'est une très bonne question. Du sens pour moi, dans le sens où je pense que j'ai de l'empathie, donc je suis portée sur l'autre. Donc, c'était important de faire quelque chose que je partage. Donc, pour moi, le partage, ça fait partie de quelque chose qui me donne du sens, en tout cas qui donne du sens à ce que je fais. Là où parfois, j'imagine dans certains métiers, on voit pas le produit fini, entre guillemets. Nous, on agit directement et en plus de ça, ça a du sens sur la société puisque ça a un impact sur du long terme. L'éducation, ça a un impact sur la société, c'est quand même les citoyens de demain. Donc, on a en plus un poids, une mission, comme ils disent, qui est parfois justement culpabilisant, un peu ce mot, mais à la fois qui est aussi... gratifiant en soi, valorisant, ouais. Depuis quand t'as l'envie de faire ce métier ? Alors moi, c'est arrivé assez tard. J'ai joué à la maîtresse, etc. quand j'étais plus jeune, mais moi je dirais pas que ça vient de l'enfance. Moi, c'est venu après mon bac littéraire. Je me posais la question et effectivement, il y a plusieurs, il y en avait peu, parce que j'ai quand même fait littéraire, mais il y avait quelques options qui s'offraient à moi, puis j'ai hésité entre orthophoniste et enseignante. Et à la base, j'ai hésité entre professeur des écoles et professeur d'espagnol, parce que j'aimais beaucoup parler l'espagnol, et j'ai la chance de pouvoir parler cette langue. Mais au final, j'aimais bien le fait que ce soit justement très diversifié en enseignement, et je préférais la tranche d'âge, donc j'ai préféré aller vers le professeur des écoles, donc je dirais après le bac, en études supérieures. Oui, donc c'est assez récent parce que t'as 27 ans, donc ça fait 10 ans à peu près que t'as envie de faire ça. Et c'est parfait parce que ça donne une transition toute trouvée sur la prochaine question que j'avais. Et d'ailleurs, t'as failli le dire parce que j'ai l'impression que t'as failli dire c'était pas une vocation. T'as failli le dire ou pas ? J'ai failli le dire. Voilà. Donc, exact, c'est parfait. Justement, par rapport à cette notion de vocation, j'avais envie de te poser la question parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand je suis devenue enseignante. À chaque fois que je parlais à des gens, soit en soirée que je rencontrais, pas tellement dans mon entourage parce que ils me connaissent et voilà. Mais souvent, quand je disais que j'étais enseignante, on me demandait et est-ce que c'était une vocation ? Et moi, c'est un terme qui me dérange un petit peu parce que pour moi, il y a un peu cette notion de par vocation, on va tout accepter. Alors, je sais que quand les personnes me posaient la question, c'était pas dans ce sens-là. C'était pour savoir si c'était une passion, si j'aimais vraiment ce que je faisais, etc. Mais je trouve qu'il y a un peu ce côté-là et c'est pas les seuls d'ailleurs. Les médias en parlent, le gouvernement en parle aussi. Mais j'ai un peu ce sentiment que à travers cette notion-là, il y a le côté de on accepte tout. Parce que la passion, la vocation est plus forte que tout.
Toi, comme ça n'a pas été une vocation, comment tu vois un peu ce truc-là? Et déjà, est-ce qu'on t'a demandé? Est-ce qu'on t'a posé la même question? Alors moi, déjà, je te rejoins un peu sur le côté vocation. Moi, en fait, je suis passionnée par mon métier, malgré tout. J'aime pas non plus le mot de vocation parce que je trouve qu'il y a le sens de sacrifice. Effectivement, où, comme si c'était une vocation, t'es prêt à tout, etc. Puis au final, avec le poids des années, je me rends compte que, je suis pas aussi prête que je le pensais à tout sacrifier parce qu'on donne une grosse part de soi et parfois, c'est pas facile non plus de trouver sa place là-dedans. Et moi, en fait, c'est comme je disais que ça me passionnait, que je suis hyper engagée. Je sais que c'est un sujet dont je parle beaucoup, l'enseignement, l'éducation. Malgré moi, on me collait cette étiquette de vocation. Même si moi, je le disais pas, je disais, moi, c'est venu tard. Je disais souvent que c'était venu tard. On me disait, ah, mais oui, mais c'est une vocation. Mais prof, c'est une vocation parce que c'est des métiers à qui on met une étiquette. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai beau être passionnée, pas comme un acteur pour être passionné de faire des films. Je suis passionnée parce que j'aime beaucoup le thème de l'éducation, mais pour autant, je me rends compte que j'ai pas envie non plus d'être sacrifiée là-dedans. Et parfois, on l'est clairement dans les conditions, de trouver sa place. On en a déjà parlé ensemble, mais justement, ce don de soi perpétuel qui parfois pèse un peu et qui est très culpabilisant. Donc, ouais, c'est même pas une question qu'on m'a posée, mais qu'on m'a carrément collée parce que je suis prof, donc c'est une vocation. Et oui, parce que aussi il y en a qui sont pas du tout prêts à faire ce métier-là parce que justement il y a cette étiquette aussi d'engagement, de mission, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu à la fois très gratifiant puis à la fois péjoratif un petit peu parce qu'il y a ce don de soi comme si on devait se sacrifier, donner une partie de soi-même au dépit de sa propre santé mentale parfois, quoi. C'est très intéressant et j'ai plusieurs questions, mais tu vois que je suis très concentrée dans ce que tu dis. Je voudrais juste rebondir sur un truc. À un moment là, t'as dit, je suis passionnée par ce que je fais. Je suis passionnée par le thème de l'éducation. Mais dans ton métier au quotidien, qu'est-ce qui te passionne? Moi, la relation à l'autre, quand même. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Avec mes élèves, les découvrir, apprendre à créer du lien aussi avec eux, parce que c'est vraiment la plus grosse mission, je pense. Un des trucs que j'adore, et notamment, c'est pas les apprentissages en eux-mêmes. Franchement, je vais pas dire, je prends pas beaucoup de plaisir à enseigner les fractions, typiquement. Pour autant, j'aime toutes les compétences transversales. L'empathie, l'autonomie, la citoyenneté, c'est-à-dire vraiment penser aussi à l'autre, vivre ensemble, des thèmes en fait qui sont transversales, qui pour le coup t'en as besoin dans toute ta vie, que tu sois enfant jusqu'à adulte. Et ça par contre ça me passionne, genre vraiment de me dire que on leur enseigne des choses, ou parfois aussi leur faire découvrir des choses qu'ils connaissent pas aussi, l'inconnu, leur faire découvrir, ça me passionne vraiment. Et pour revenir justement à cette étiquette de vocation et de don de soi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé plus en off toutes les deux. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand on colle un peu cette étiquette sur cette notion de sacrifice et de don de soi qui peut être dangereux, mais je pense que c'est dangereux aussi dans les métiers artistiques, etc. Là, je regardais une vidéo hier justement sur des youtubeurs en burn-out. Alors, c'est pas du tout le même métier, mais je pense qu'il y a un truc un peu de toujours se donner, toujours être productif, toujours être dans... alors les youtubeurs, c'est toujours donner plus pour un public. Donc, répondre à la demande. Ouais, il y a une attente. Mais je trouve qu'on retrouve un peu ça dans l'enseignement, même si c'est différent. Mais ça va pas être tellement dans la production de quelque chose. Mais pour moi, mon ressenti, c'est que ça va être dans la présence, dans le fait d'être là tout le temps pour nos élèves. Et du coup, va y avoir une sorte d'oubli de soi-même parce que parce qu'ils passent avant en fait. On est à 8h20 quand on arrive, on est obligé d'être là pour eux, on est obligé de les écouter, on doit leur enseigner des choses. En plus, il y a la journée qui voilà. Donc toi, comment tu le vis ce côté-là de justement ce don de soi perpétuel? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à gérer, ou est-ce avec l'expérience, parce que ça fait plusieurs années que tu es enseignante, ou est-ce que c'est quelque chose qui te questionne en te disant c'est un côté négatif un peu de ce métier-là? Écoute, déjà je te rejoins sur le fait qu'il y a vraiment cet effet instantanéité. Alors je pense que pour répondre un petit peu à la réflexion de tout à l'heure, même si pareil j'ai pas vraiment de réponse, mais
L'instantanéité, je pense que, c'est sûr, ça paraît dans notre métier complètement, répondre tout de suite aux besoins. Ouais, en plus, c'est des enfants, donc d'autant plus. Et en plus aussi, je pense qu'il y a un truc générationnel avec les réseaux, on a accès à tout de suite. Internet, c'est quand même fabuleux, quoi. Tu cherches quelque chose, en 2 minutes, tu l'as même pas. Donc, je pense que aussi, il y a un peu de ça. Et moi, donc dans ma pratique de classe, donc effectivement, il y a quand même le poids des années qui commence à être là malgré tout. Et en fait, parfois, j'ai envie de répondre à chaque demande, d'être toujours en réponse à la demande. Puis avec le temps, quand même, je me dis, mais il faut que je me préserve parce que je peux pas toujours répondre à la demande. Et au début, j'avais tendance à culpabiliser. On a tendance à ça nous renvoie, tiens, j'ai pas réussi. Ça nous renvoie comme un échec. Justement, on n'est pas des super-héros et leur montrer qu'on est des humains et que comme eux, on a des émotions, que parfois c'est dur, leur dire qu'on est fatigué, leur dire qu'on n'est pas des savants parce que c'est pas vrai, en fait, on sait pas tout. Et c'est aussi ça, et c'est aussi leur montrer, être spontané, être sincère. Et ça fait partie des trucs pareil que j'aime partager parce que, en fait, même moi, plus jeune, j'ai cru que l'enseignant, il allait toujours me répondre tout le temps et qu'il allait répondre à tous mes besoins, il allait répondre à toutes mes questions et puis en fait, il y a une sorte de désillusion parce qu'on te l'a pas dit et moi, j'ai pas envie qu'il la vive cette désillusion. C'est pour ça, peut-être parce qu'on est une nouvelle génération de profs aussi, donc on arrive à plus verbaliser, il y a une sorte de libération de la parole aussi et on a envie de leur dire, moi j'ai envie de leur dire, aujourd'hui, c'est plus dur pour moi parce que je suis fatiguée parce que là je pourrais pas répondre à cette question et leur montrer que c'est pas un échec comme eux parfois ils n'arrivent pas à répondre à une question. Donc ça c'est avec le poids des années, j'arrive à me déculpabiliser un peu mais malgré tout, on a envie de répondre à mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on était enfant, nous-mêmes effectivement, moi j'ai vécu ça aussi, on a cette impression que la maîtresse elle sait tout. Et moi, j'avais cette croyance-là. Et comme toi, quand je suis arrivée en tant qu'enseignante, on me posait des questions, mais j'en savais rien. Et t'es tentée de mentir pour préserver un peu une certaine image du savant, Mais je pense que ça, c'est le fait que... Je pense qu'effectivement, on est dans une nouvelle époque et que, en parlant avec mes amis qui sont enseignants aussi, on a tous la vingtaine, trentaine, jeune trentaine, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change. Là, on parle beaucoup plus de pédagogie active, et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est un truc très positif dans la pédagogie d'aujourd'hui, parce que l'enseignant qui sait tout et qui transmet le savoir aux enfants, c'est pas vrai. Et puis en plus, ça doit être profondément ennuyant, et on le fait quand même aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'enseigner qu'ils ne savent pas. Enfin, quand on était petit, quand on nous enseignait les choses, c'était toujours hors contexte. C'est un peu une bulle de savoir où on t'apprend un truc, c'est comme ça. Il faut l'apprendre. Que tu le saches, comme un bagage que tu remplis. Et donc pour revenir juste à cette notion de don de soi, donc tu me disais que avec l'expérience, c'était quelque chose que tu arrivais mieux à gérer, notamment par rapport à cette culpabilité. Donc je voudrais juste revenir sur la culpabilité parce que j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts précédents, notamment celui sur le burn-out avec Chloé, que je salue. Parce qu'on parlait plus de la culpabilité à être absent parce que en France on sait qu'il y a une grosse pénurie d'enseignants et donc dès qu'on est absent qui fait quoi ils sont livrés à eux-mêmes. Là je parle plus du coup avec toi j'aimerais plus parler de la culpabilité de ne pas être à la hauteur finalement, mais de ne pas se sentir à la hauteur. Oui, mais ça c'est dû à quoi à ton avis? Parce que est-ce que c'est par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est cette image d'enseignant qu'on nous calque un peu, mais depuis des décennies, peut-être inconsciemment aussi, tu dois arriver, tu dois savoir des choses, ou est-ce que c'est toi-même, comment tu le ressens? Je pense que c'est une petite salade composée, en vrai, exactement de tout ça. Alors je pense que déjà, effectivement, dans l'image publique du métier d'enseignant, il y a quand même ce truc-là. Même aujourd'hui, on repose beaucoup sur l'éducation. On sait que, d'ailleurs, on a du mal à faire la part des choses entre éducation, enseignement. Il y a tout un débat, même avec la parentalité là-dedans. Bon, qu'est-ce qui est le rôle de l'école? Qu'est-ce qui est le rôle des parents? Donc,
Il y en a qui vont se reposer beaucoup sur l'école et donc on voit notamment ses limites aussi. Donc je pense que déjà il y a de ça, c'est sûr. On nous demande toujours plus, que ce soit les parents, que ce soit l'administration, les institutions, la société. On a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, quand on voit la liste se rallonger, on se dit mais je vais pas être à la hauteur. Plus il y a de choses, c'est comme tu veux monter le mont Everest, tu dois d'abord passer les petites étapes avant de pouvoir monter le mont Everest. C'est évident, mais du coup, je pense que surtout quand t'es jeune enseignant, t'arrives, tu vois une liste comme ça, tu te dis mais à quel moment je vais y arriver quoi. C'est sûr. Après, il y a aussi, effectivement, la personnalité, ça joue. Il y a sûrement des gens qui arrivent très bien à faire la part des choses et qui disent, il y a le travail et puis il y a la maison, sa vie privée. Ce qui est difficile quand même dans notre métier parce que tout ce qui se passe dans la journée, toi, tu l'as dans ta tête puis tu pars avec. On parle quand même d'enfants, on se dit, tiens, quand même, ce petit loulou-là, aujourd'hui, j'ai vu, il avait pas, pas à manger, il a pas de vêtements corrects, etc. T'as envie de tous les aider, mais il est où mon rôle? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est effectivement c'est quand même les parents, donc il y a ce truc culpabilisant. Et ensuite moi je sais que notamment je vais parler juste en mon nom, mais moi je suis assez sensible, etc. Donc les premières années j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en détacher. Mes parents me l'avaient dit, mais ça se trouve parce que j'étais en REP+ pour resituer dans les Yvelines. Et mes parents me disaient non mais peut-être que c'est trop, peut-être que t'es pas faite pour ça parce que j'avais une personnalité qui a envie de sauver tout le monde, mais en fait je pouvais pas. Et si j'étais restée peut-être dans ce mood là, dans cette mouvance là, peut-être que j'aurais failli. Et en fait là pour le coup j'aurais pas failli dans mon métier, mais moi-même parce que je me serais atteint. Et je me souviens d'ailleurs avoir assisté à une formation c'était tout bête, mais l'intitulé, c'était bien dans sa tête, bien dans sa classe. Et si l'enseignant lui-même, il vit trop intensément tout ce qui se passe, peut-être que lui, il va sombrer, donc il pourra même plus du tout les aider, en fait. Il va atteindre ses limites. Donc moi, je sais que j'avais un peu nourri au début ce truc-là de culpabilité, puis je me suis dit, attends, stop. Faut que tu te reprennes parce que sinon, là, tu vas pouvoir même plus les aider si tu sombres, quoi, dans toute effectivement la misère parfois qui t'entoure ou les défis que t'as et dire ok, aujourd'hui j'aurais pas le temps de faire ça. C'est ok en fait parce que dans une journée je peux pas faire 30 000 choses à la fois. Donc j'ai appris à prendre sur moi au fil des années. Le sentiment de culpabilité évidemment il est toujours là, mais maintenant je me concentre aussi sur les points positifs, beaucoup plus sur les points positifs que sur les choses qui m'ont plombé dans la journée, quoi. Ouais, c'est important ce que tu dis, puis je voudrais rebondir là-dessus parce que tu dis à un moment, tes parents, ils t'ont dit, t'es peut-être pas faite pour ça. Est-ce que t'es pas faite pour enseigner? Je pense qu'en fait, l'école, elle a changé aussi, il y a plus les mêmes défis. Je trouve que ce que tu disais, c'était très intéressant. À un moment, tu dis, oui, le rôle des enseignants, des parents, où est mon rôle, où est ma place dans tout ça? Parce qu'effectivement, avant, il y avait... on parlait d'instruction, donc on transmettait du savoir aux enfants. Après, je pense que les problèmes de discipline, ça a toujours existé. À l'époque aussi, c'est juste qu'on les réglait avec de la violence. Mais c'est vrai que ce qui est difficile dans le métier aujourd'hui, je trouve, c'est que effectivement, on n'arrive plus à savoir quelle est notre place par rapport à un rôle plutôt éducatif. Donc toi, comment t'analyses ça? Comment t'arrives à trouver ta place? Déjà, je veux juste revenir sur la phrase de mes parents. Je vais rectifier. C'est en fait, c'était pas mes parents. Ma mère me dit toujours que je suis faite pour être prof, etc. Mais c'était pas faite pour cet endroit parce que je vivais tellement, de choses dures. Mais en fait, plus là, confrontée à la misère, et c'était une des premières fois, et ça m'avait vraiment bouleversée, quoi. Je me suis dit putain, on est en France. Et putain, il y en a qui vivent ça, quoi. Et puis ils sont cachés, on les cache là, on les parque dans des endroits. Et ça m'avait bouleversée. Moi, je suis arrivée là du haut de mes 22 ans. On est un peu donc moi, j'ai quand même fait mes études à Paris, etc. Donc, je suis quand même sortie de ma banlieue et tout. Mais là, c'était pas loin de chez moi. C'était genre à une demi-heure. Puis je me rendais compte de, waouh, même moi, ça a été une désillusion. Enfin, on envoie des jeunes profs là-bas. Moi, ça m'a mis une énorme claque, tu vois. Et je me suis dit, puis personne le sait. T'es là, t'es en train de vivre un truc de l'enfer. Et il y a des gens, ils vivent vraiment dans la merde. Et moi, j'ai assisté à ce truc-là, en plus de tous les défis d'être prof de machin, qu'on connaît tous très bien, tu vois.
toutes et tous. Et là, vraiment, je trouve que c'était vraiment le côté misère qui m'avait vraiment frappée, où je me suis dit, mais l'école, elle peut toute seule, elle peut pas, en fait. Et encore une fois, ça m'a vraiment posé la question, mais, l'école, je me suis rendu compte que c'était un acteur principal, notamment dans ce genre de commune, puisque c'est souvent des familles réfugiées, immigrées, etc., qui donc n'ont pas les codes administratifs, qui sont pas là-dedans, quoi. Et qui, du coup, le seul acteur à qui ils peuvent parler, c'est l'enseignant, puisque tu es le seul qui représente à leurs yeux, quelque chose d'administratif, quelque chose de l'État, comme le rôle qu'avait l'instituteur à l'époque. Et en fait, on gère une sorte d'image qu'on avait avant, mélangée à la société d'aujourd'hui, plus les défis qu'on nous demande. Et donc, je me souviens, que mes parents m'avaient dit, est-ce que tu es faite pour cet endroit, finalement? Parce que ça m'avait choqué, quoi. Au final, avec le poids des années, finalement, j'y suis restée 4 ans. Puis après, ce qui m'a beaucoup aidé, et j'y ai repensé après au fil de ce qu'on est en train de discuter, c'est que je suis partie en mission humanitaire, et donc au Sénégal et au Bénin. Et au Sénégal, notamment, je m'occupais des enfants de la rue. Et au Bénin, j'étais dans une école béninoise. Et là-bas, il y a la misère, évidemment, par rapport à nous, encore autre chose. Par rapport aux Mureaux, ça me paraissait encore plus à la misère. Et là, je me suis rendu compte, je pouvais pas les sauver. Impossible, puisque là, c'était même pas les codes que moi j'avais. Donc là, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses. Parfois, je pense à une situation, puis je repense à ces moments-là et je me dis, Caro, tu peux pas sauver tout le monde. La preuve, t'es même allée vraiment dans des coins vraiment où c'était la misère, et je pouvais pas. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, ok, j'ai moins de culpabilité, parce que j'aurais pas pu les sauver. Puis tu fais les choses à ton échelle, à un moment donné. Exactement. Je pense qu'il faut arrêter aussi de culpabiliser les gens parce qu'ils en font pas assez. Je pense que chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Et puis c'est surtout qu'on a le droit aussi, je pense, je parle des enseignants, mais je parle aussi de tout le monde en général, on a le droit de pas avoir envie aussi. Et on va en reparler, je pense, par rapport à la notion du travail en général, mais moi, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie d'entendre mes élèves me raconter leur vie, parce que je suis pas disponible, quoi. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit sur le don de soi et être toujours dans... en fait, il y a des moments où on n'a pas envie. Il y a des moments où on n'a pas envie de se donner, et cette culpabilité-là que la société aussi impulse faut être toujours plus productif, faut être toujours plus au taquet. Ouais, mais non, en fait. La vie, c'est pas une ligne droite, tu peux pas être toujours au taquet. Oui, on est enseignant, oui, on a un rôle à jouer, mais comme tu disais tout à l'heure, on est humain. Et il y a des fois où, quand tu vis toi aussi en plus des trucs personnels qui sont pas forcément cool, ou même que, juste, t'as mal dormi, et cette journée-là, tu feras moins de choses. Tu feras des trucs un peu plus tranquilles, et c'est ok. Et puis en plus, justement, je trouve que on nous dit souvent, tu vois, encore une fois, là, ça, on va revenir un peu au rôle, mais on dit souvent, oui, les parents, ils veulent qu'on soit à l'écoute de leurs enfants, etc. Mais nous aussi, dans ces cas-là, il faut être à notre écoute. Et même, par exemple, on nous dit de plus en plus, oui, mais tu sais, oui, c'est pas facile, ils ont leurs émotions, ils arrivent avec leurs émotions, etc. L'école de la bienveillance. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses aussi où il faut temporiser, ou dans ces cas-là, appliquons-le partout, en fait. On est super bienveillant avec nos élèves, on les écoute, on est de plus en plus à même d'essayer de comprendre leurs émotions, etc. Mais dans ces cas-là, il faut aussi le faire avec ses enseignants et être à l'écoute, dire, je suis malade. Et quand on dit, je reviens sur le podcast qui était fait avec Chloé, mais où justement tu culpabilises d'être malade parce que tes collègues, malgré eux, et je comprends, ils disent, mais oui, mais t'imagines, ils vont répartir. Ouais, parce qu'ils ont peur de se retrouver avec 40 élèves encore. Et je comprends. Et ce truc-là, en fait, ça devrait être ok de se dire, je suis malade et je reste chez moi. Des fois, c'est difficile, je suis fatiguée. Tu vas quand même au travail. Ok, tu y vas quand même. Mais c'est ok de leur dire que tu es fatiguée parce que là, du coup, ça va être plus difficile pour toi aujourd'hui. De la même manière où quand eux arrivent avec leurs émotions, je pense que, et encore une fois, c'est aussi aux parents d'expliquer. Et c'est pour ça, on revient un peu à ce rôle-là où, du coup, je vais rebondir un peu sur la question, mais c'est difficile justement de toujours faire cette part des choses entre, ok, qu'est-ce qui appartient à la sphère du coup de l'école et à la sphère familiale,
Où est-ce qu'on se place là-dedans? Franchement, j'en ai pas vraiment la réponse, que pour certains, comme tu disais, on en passe du temps à éduquer, hein, honnêtement, répéter les règles, des choses qui paraissent complètement basiques. Et justement, peut-être à l'époque de nos parents, enfin, tu dirais jamais, arrêtez de lancer vos gommes, ça n'a aucun sens. Genre, vraiment, je pense que ça n'a pas de sens, alors que nous, ça arrive. Et ça, c'est aux parents. Et en même temps aussi, nous, on devrait enseigner. Et puis, la discipline, évidemment, on va être obligé, par exemple, peut-être sur le vivre ensemble. La récréation, etc., la sociabilisation, c'est des choses où ils apprennent parce qu'ils n'ont pas forcément été toujours en communauté. Donc, je pense que ça, c'est le rôle de l'école. Mais, par contre, de type, pas frapper, pas... Après, encore une fois, il y a peut-être aussi des différences culturelles et c'est là aussi où, encore une fois, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais... Oui, mais bon, je pense que bon, la différence culturelle, elle a bon dos aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui, aujourd'hui... Alors, je veux pas... C'est difficile hein, d'être parent. Alors, moi, on l'est pas toutes les deux, mais on connaît quand même beaucoup de parents. Ouais. On les côtoie. On voit que c'est difficile, mais après, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de parents qui mettent beaucoup de choses sur le dos de l'école parce que bah c'est pratique, hein, voilà. Et qui se délaissent de beaucoup de choses. Je pense que aussi c'est un peu la faute aussi de l'institution, vraiment des institutions qui renvoient cette image. Il y a eu tout un truc notamment pendant le confinement, un hashtag garderie nationale au lieu d'éducation nationale, parce que justement aussi on t'explique que typiquement si ton enseignant il est malade, on s'en fout qu'il y ait un enseignement de qualité. On va les répartir dans les classes parce qu'ils ont personne. Il va rien foutre de la journée, mais on s'en fiche, ça arrange les parents parce qu'ils peuvent aller bosser. L'institution, c'est ça. Honnêtement, actuellement, c'est le tout, c'est qu'ils aillent à l'école. Il y avait ce truc-là pendant le confinement. Je pense qu'honnêtement, même après encore, mais il y a vraiment ce truc où beaucoup de profs aujourd'hui, je pense qu'on se dit qu'on a l'impression de faire de la garderie. Aussi parce que, par exemple, se dire que t'as des effectifs à 30, même au lycée, collège 40. Si ça, c'est pas de la garderie, je suis désolée, parce que, en fait, il y a un moment, si tu veux un enseignement de qualité, je me demande comment tu peux faire. Moi, j'ai déjà eu des petites sections, 32 petites sections, dans une petite classe, pas d'ATSEM, comment veux-tu faire un enseignement de qualité? Et je pense que l'institution aussi se déresponsabilise, donc les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, de toute façon, il peut aller à l'école, mais c'est pas l'école, en fait. Là, c'est la garderie. Là, c'est un peu la porte ouverte à tout. Et encore une fois, du coup, on voit bien que tout le monde a son rôle là-dedans, mais on a l'impression que, tout est un peu sur nous parce que et encore une fois, il y a même aussi des profs qui doivent être planqués un peu, on sait, hein, il y en a qui sont là et qui en ont rien à faire, etc. Et puis, à un moment, je pense qu'ils, justement, leur seuil de tolérance aussi, il est passé. Mais du coup, nous, on endosse tous les rôles dont les autres n'en veulent plus, quoi. Les parents se déresponsabilisent parce que l'institution nous délaisse aussi. Et nous, on est là, chargés de tout ça. Et en se disant, et après, on se dit, je suis pas à la hauteur. Mais normal, en fait, parce que on est sous l'eau, quoi. Je suis entièrement d'accord avec ça et je mets pas du tout la faute, sur les parents parce que je pense que comme on disait tout à l'heure, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Complètement. Mais je suis d'accord que l'institution a un rôle à jouer et c'est vrai que pendant le confinement, c'est là où j'ai vraiment commencé à voir ce que c'était que l'éducation nationale. Je trouve qu'il y a un vrai problème là-dedans. Moi, je m'en rappelle même, c'était quand il y a eu le premier déconfinement, parce qu'il y en a eu tellement que... Quand il y a eu le premier déconfinement, qu'on a réouvert les écoles, je crois que les 2-3 jours avant les vacances, il y a le gouvernement qui a dit oui, en gros, pas la peine de mettre vos enfants à l'école et tout. Ouais. C'était au choix. Voilà. Fait. Et alors là, bonsoir l'école à la carte. Moi, j'étais choquée. Et en plus, nous, on devait venir travailler. Pourquoi, en fait? Enfin, il y a un moment donné, on est en juin. Tu crois qu'on va faire quoi dans notre classe? Rien. Enfin, je veux dire, on est à 3 jours des vacances. C'est d'un mépris, en fait, pour nous. Ça donne un peu le ton sur ce qu'ils pensent des enseignants. Comme tu dis, nous, on peut pas être à la hauteur de quelque chose qui nous dépasse et de 1000 rôles qu'on nous... Ouais, des casquettes qu'on nous pose sur la tête. C'est pas possible. Nous, le rôle, c'est d'enseigner, c'est de transmettre des choses. À la base, c'est ça, hein. Je voulais parler un peu, parce que tout à l'heure, on avait parlé du rôle de l'enseignant, etc. Moi, je voulais juste revenir un peu sur le fait de prendre de la distance et, tu vois, de pas culpabiliser, de prendre aussi soin de soi, parce que ça va par là aussi.
Et je voulais plus parler de la valeur du travail qui tend à changer dans la société. Et on le voit là avec la réforme des retraites. Pour faire le lien avec les enseignants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui manifestent. Et c'est intéressant parce que l'enseignement, avant, on voit bien qu'il y a quelques dizaines, vingtaine, trentaine d'années, quand on était enseignant à vie. On commençait à 20, 21, 22, on terminait notre carrière, on était retraité, voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus le cas. En tout cas, moi, quand je parle avec mes potes enseignants, aucun me dit ouais je vais faire ma carrière là-dedans et tout. Jusqu'à 65 ans quoi. Bah là c'est malheureusement 64 65 ans. Mais c'est intéressant parce que ça pose une question beaucoup plus profonde que juste l'enseignement, c'est la sécurité par rapport au travail. Je pense que là si on voit que il y a des manifestations par rapport à la réforme des retraites, c'est parce qu'aussi on est dans des emplois de moins en moins sécurisants, de plus en plus précaires. Alors je dis pas que l'enseignement c'est un métier précaire parce que c'est un métier où on peut pas se faire virer, donc déjà ça amène quand même une certaine sécurité. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, c'est plus un choix de carrière d'être enseignant? Déjà, il y a la pénurie. Franchement, c'est criant. Hein. Donc c'est vraiment un sujet vraiment d'actualité. Selon moi, alors je pense que déjà il est pas valorisé. Déjà dans le commun des mortels. Alors c'est marrant, notre génération, quand même, dans mes amis, ils me disent trop stylé tes profs, etc. Mais moi aussi, c'est marrant. Oui. Alors que mes collègues, ils avaient pas du tout ce truc-là. Ils disaient nous, t'es le prof, quoi. C'est bon. Donc c'est marrant parce que nous, en fait, j'ai l'impression que dans notre génération, il y a quand même un truc où ils respectent le métier. Par exemple, mes amis sont admiratifs. Parce que justement, on sait que c'est un métier dur. Parce que peut-être ils me connaissent aussi. Encore une fois, nous avec nos amis, on leur dit notre réalité, on parle de ce qu'on vit. Moi, ils m'ont déjà vu énervé, parfois triste, révolté parce que je vivais, etc. Donc c'est marrant qu'il y ait ce truc-là, mais par contre, quand même, personne n'a envie de le faire. Mais tout le monde le critique parce que aussi, et c'est vrai, parfois je disais à des gens, c'est une chance parce que c'est un métier dont tu peux parler à tout le monde, mais c'est un métier que tout le monde connaît parce que c'est un des seuls métiers, et c'est une réflexion que j'ai vraiment menée tout seul, c'est un des seuls métiers où même tes potes, ta mère, ton petit frère, ton neveu, le voisin d'à côté, tout le monde sait, a été confronté à ce métier puisqu'il a été élève. Et nous-mêmes, on a vécu les deux côtés. C'est rare. Dans le marketing, t'as jamais fait du marketing. Ton voisin, il a jamais fait de marketing, etc. Donc, par exemple, des fois, dans le marketing, ils vont me dire un nom de poste, mais en fait, personne les connaît vraiment, etc. Prof, tu sais tout de suite à quoi t'attendre. Donc, je pense déjà, tout le monde peut en parler puisque tout le monde connaît ce métier. Donc, déjà, il y a ce truc-là. Ça donne pas envie, tu vois, de s'engager si tout le monde parle dessus. Je pense que ça peut être difficile. De la même manière où influenceur, tout le monde en parle. Mais moi, j'aimerais pas trop, tu vois. Parce qu'on sait aussi que, tu prends aussi, des critiques, machin, etc. Donc, je pense que c'est les métiers dont on parle beaucoup. Ça fait peur aussi, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Il y a un peu ce truc aussi parce que aussi, il y a cette idée de vocation dont on parlait tout à l'heure. Ça fait peur aussi de se dire, vocation, pour moi, il y a quand même une notion de sacrifice. Donc, je pense que tout le monde, je pense que c'est un métier courageux aussi. Un métier courageux parce que il y en a qui disent moi j'ai 3 enfants. Va te retrouver avec une classe de 30 élèves, parents et enseignants, c'est pas pareil. Parce que même ton enfant, etc., tu l'as en individuel. En plus, t'as un lien qui est déjà très fort avec lui. Là où toi, tu dois le créer et tu dois le faire sur un court terme en plus. Tu dois le faire sur 1 an et pas qu'avec un seul. C'est avec 30 et t'as aucun historique avec lui. Il faut imaginer, à ton enfant, tu peux beaucoup plus facilement lui dire, écoute, là, maman, elle est fatiguée, parce qu'il te voit au quotidien. Lui, il sait pas, il pense que tu dors à l'école, il sait même pas que tu manges. Il y en a, il demande même si tu manges. Il y en a, il me voit boire du Coca-Cola, il me dit, elle boit du Coca-Cola, tu vois. Donc, je pense que tout le monde n'a pas envie d'être avec les enfants. Je sais que quand j'en discute, les gens, quand je leur demande, mais pourquoi alors tu voudrais pas faire? Parce qu'il y en a, ils admirent. Tu dis, pourquoi tu le ferais pas? Et souvent, on te répond, j'aime pas trop les enfants. Puis aussi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, malgré tout, une bonne partie sont au courant aussi des conditions. En tout cas, moi, les gens autour de moi, c'est sûr parce que j'en parle, que je leur dis, mais wake up, genre... Ouais, mais je trouve que ça reste très... tu vois, toi, t'en parles à ton cercle familial, amical. Moi, c'est pareil, tu vois. Mon copain, mes amis qui sont pas profs, ma famille qui n'est pas dans ce système-là, ils le savent parce qu'ils m'ont vu fatiguée, ils m'ont vu
en parler, etc. Mais j'ai pas l'impression que au niveau de la société, tu vois, je trouve qu'on est quand même encore dans cette redondance de les profs. Alors je dis pas tout le monde, tu vois, mais les profs ils font grève, ils se plaignent, mais ils sont payés à vie, ils ont les vacances. Je trouve qu'on est un peu toujours dans cette même rengaine. Ouais, c'est vrai aussi, parce qu'en fait il y a une désinformation, je pense. Tu vois, il y a tellement une désinformation aussi. C'est pas vrai. Enfin, des fois vraiment, je regarde les infos, il y a une réforme qui passe et c'est pas vrai. Je pense au dédoublement, par exemple. Moi, j'étais en REP+, à ce moment-là. Mais les dédoublements, mais parlons-en. Donc, ils disent, attention, j'arrive avec des classes de 12 élèves. Et moi, sur le papier, je signe. Mais évidemment, on veut tous des classes de 12 élèves, même hors REP+. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, comment tu fais dans les classes, dans les écoles, il n'y a pas 46 000 classes. Avant, moi, à mon époque, en tout cas, quand on était élève, t'avais une salle info, une bibliothèque, etc. Maintenant, il y a tellement d'élèves qu'en fait, c'est des classes. Nous, ils se sont dit, oui, mais comment on va les mettre à 12? Oui, on n'a pas de salle. Comment on va faire? On va mettre un paravent, évidemment, comme si ça allait changer les choses. Sauf qu'il y a quand même, du coup, 24 élèves. Ils ont voulu mettre 2 profs, sauf qu'au final, pas assez de profs, puisque pénurie. Donc, finalement, il y a un mec qui se retrouve avec les 24. Et puis, c'est pas vrai. Après, il y en a, ils se sont arrangés parce qu'ils avaient des classes, mais pas assez. Donc, ils ont dit, on va faire des groupes de 17. Et on va tourner. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une logistique qui n'est pas possible sur le terrain. C'est qu'on te bâche un truc à la télé, les gens se disent, waouh, t'as vu? Waouh, génial, ils font des classes à 12. Mais viens voir le terrain. Mais pas du tout. Puis en attendant, ils continuent à fermer des classes. Donc à un moment donné, tu peux pas... Et ils n'arrivent pas à recruter d'enseignants. Là, c'était criant l'année dernière au concours. 1250 postes à l'Académie de Versailles, 600 présents. Mais moi, j'avais envie de pleurer. Mais 600 présents, ça veut pas dire qu'ils ont été pris. En plus. C'est délirant. Et donc, une réforme comme ça, toi, tu connais pas le métier, tu te dis, putain, ils font des trucs stylés. Maintenant, les profs, ils sont à 12 élèves. Non, mais t'imagines, le luxe. Mais on bricole, en fait. Là, on est en train de bricoler. Toi, t'es en train de galérer. C'est pas du tout une réalité. Et ça énerve de voir des choses qui sont pas vraies. C'était pas vrai. Il y a plein de choses qui sont pas vraies. Donc, je pense qu'il y a à cause d'une mésinformation aussi. Les gens se disent, tu vois, la prime numérique. Les gens, je pense qu'ils pensent qu'on a un Mac tous les ans. Mais on délire. On a 150 balles par an. Donc, il va me falloir 7-8 ans pour me payer un Mac. Et en fait, on n'a pas d'ordi en emprunt. C'est nos ordis. C'est notre matériel. Et en fait, il y a, encore une fois, on va lâcher une petite cacahuète en disant, regardez ce qu'on fait. Et derrière, c'est pas vrai, c'est pas là. Donc les gens, forcément, moi j'en ai qui m'ont dit, même des gens qui sont autour de toi, qui vont dire, vous avez eu la prime numérique. Non mais attends mon gars, eux ils pensaient qu'on avait ça par mois, on a ça par an. Et donc la mésinformation, ça nous pousse encore en fait à ce que les gens viennent nous voir et nous tapent dessus. Et à se justifier aussi. La réalité, elle est là, quoi. La réalité du terrain, elle est là. Et puis encore une fois, peut-être que donc on a cette réputation de râler, etc. Mais aussi on a vu perdre. On parlait de nos collègues là qui sont là depuis 10, 20, 30 ans. Eux, ils ont connu le RASED, donc c'est le réseau d'aide des personnes qui viennent aider pour le comportement, l'apprentissage. Nous, ça existe presque plus dans les écoles en France. Honnêtement, il y en a un pour 12 écoles. Avant, il y en avait un dans chaque école. Moi, je vois aussi, ils me disent, moi, quand j'étais jeune, j'avais un logement de fonction. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, franchement, en fait, si tu regardes les avantages, à part effectivement la sécurité de l'emploi, et encore, on en reparlera peut-être à un autre moment, mais ça a aussi ses limites. On est enchaîné, on n'a pas le droit de bouger de nos académies quand c'est des académies en pénurie. Et en fait, on se retrouve on a perdu des choses. Donc oui, les profs râlent, mais parce que avant il y avait une qualité. Puis les profs râlent, mais pour vos enfants, on râle pour une meilleure éducation. Tu sais, on ne râle même pas pour nous, on râle même pas pour les salaires. Franchement, moi quand je parlais avec beaucoup de collègues, on va en manif. Moi j'ai fait des manifs, j'ai fait la grève, et je disais toujours, c'est même pas pour le salaire que je me bats. Et pourtant, ils sont pas mirobolants. On a commencé à 1005, donc honnêtement, quand t'as un bac plus 5 à un concours, voilà, tu vois des ingés sortir à 3000, ça fout les boules, quoi. On se bat même pas pour ça. On se bat pour les enfants des autres, et on arrive encore à nous taper dessus. Et des fois, c'est ça qui me rend triste et qui me rend en colère, c'est de me dire, je suis en train d'essayer localement, mais on est peut-être les seuls à encore sauver une petite qualité d'enseignement pour vos enfants, pour que plus tard ils puissent accéder à ce qu'ils ont envie, qu'ils parlent bien le français, qu'ils écrivent bien,
qu'ils puissent être des meilleurs citoyens, des bons citoyens. Et putain, on arrive encore à nous taper dessus, quoi, alors qu'on est en train d'essayer de sauver le peu de choses qui restent, mais ça se voit pas. C'est invisible. Non, mais c'est très intéressant et je voulais juste rebondir sur quelque chose. Effectivement, moi, je pense aussi que tu parlais des logements de fonction. Et c'est vrai qu'avant, les enseignants avaient des logements de fonction. Maintenant, c'est les directions. Et encore, moi, je m'en rappelle, j'avais parlé avec un de mes directeurs qui me disait, mais ils m'ont proposé un logement de fonction. Il est indécent, le truc. Faut faire des travaux de fou. Moi, non, je préfère garder mon logement que j'ai, etc. Et comme le coût de la vie, en plus, a augmenté et que les salaires n'ont pas augmenté, bah forcément, tu te retrouves à 1500, comme tu dis. En plus, nous, enfin, toi, t'étais dans les Yvelines, moi à Paris, bah tu te loges comment avec 1500? Enfin, c'est compliqué, hein, quand même. Hein, donc, à un moment donné, et j'ai envie de te dire, même si tu manifestais pour ton salaire, bah ce serait ok en fait. Mais grave, ce serait ok. Mais encore une fois, culpabilité, c'est. En fait, à un moment donné, on sait que c'est un des métiers. De toute façon, on sait que tous les métiers essentiels aujourd'hui en France, infirmières, profs, les caissières, bah on l'a vu pendant le confinement. Voilà. C'est que des métiers qui sont sous-payés. Si demain tu vas en manif en disant bah on est sous-payé, bah oui, en fait t'as raison. Moi je trouve qu'on est sous-payé, tu vois. C'est un peu, moi je te rejoins là-dessus sur l'évolution un peu économique du pays et en fait le métier d'enseignant. Quand on parle même de sécurité de l'emploi, pour moi à partir du moment où t'as un salaire qui te suffit pas pour vivre, t'es pas en sécurité. Parce que oui, tu peux ne pas perdre ton job, mais franchement, moi personnellement, je préfère perdre mon job, avoir ce truc-là de bah si je fais de la merde, on me vire. En même temps, bah c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aussi entendu des histoires d'enseignants qui font des trucs vraiment horribles et qui restent. On les mute. Non, mais c'est une blague. On déplace le problème. On déplace le problème et du coup, bah voilà, le problème va être ailleurs, mais ça va être dans des villes où tout le monde s'en fout. C'est dire à quel point ils ont pas de profs. Hein. S'ils gardent même ceux qui font du sale et qui les déplacent, franchement, ça. Bah c'est ça. Et là, moi, j'ai des amis, des collègues qui ont passé le concours à Paris et qui veulent être mutés dans d'autres villes. Bah elles peuvent pas. Elles sont obligées de se mettre à disponibilité, donc mettre à dispo pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Enfin, tu gardes ta fonction d'enseignant, ton statut de fonctionnaire, mais tu ne peux plus enseigner dans une autre académie que la tienne. Parce que c'est l'éducation nationale. Voilà. Mais tu as le droit d'aller travailler dans un autre secteur ou ailleurs. Sauf que quand tu as envie d'être enseignant. Bah moi j'ai une amie par exemple, elle va déménager dans le sud de la France. Bah elle adore son métier. Donc elle peut pas le faire. Et enfin moi je trouve ça franchement, sachant qu'il y a pas de prof en plus. En plus il y a pas de prof. Oui. Ouais, c'est ça. Là, t'as des profs qui aiment leur métier, qui veulent enseigner juste ailleurs dans une autre académie. Bah, on les laisse pas parce que, bah, vous savez, non, mais c'est les mutations, il faut 1000 points. Non, mais. Le truc que t'as jamais quand tu rentres parce que t'as genre 3 points, même pas. Moi, j'ai une collègue, ça fait 20 ans qu'elle est prof, elle peut toujours pas avoir sa mutation. Et en fait, c'est pour ça quand tu parles de on est enchaîné et tout, je trouve que l'image, elle est plutôt bonne, même si ça peut paraître un peu exagéré. C'est un peu ça parce que tu le sais pas quand tu commences. Toi, quand t'es prof des écoles, c'est par académie. Contrairement aux profs de collège-lycée qui, eux, c'est national. Donc, en fait, ils peuvent être affectés n'importe où en France. Mais nous, c'est par académie. Et c'est vrai que, bah, je sais pas, la vie, elle évolue, quoi. Donc, des fois, t'as peut-être pas envie de rester à Paris toute ta vie, c'est bien. dans un 20 mètres carrés, ou ton conjoint, ou ta conjointe. Enfin, et du coup, c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus sur le fait que je pense que les générations d'aujourd'hui, et on parle un peu, ça rejoint un peu ce que je voulais te dire sur la valeur travail. Avant, tu travaillais toute ta vie et tu profitais à la retraite. Sauf que là, comme les salaires, ils sont pas ouf et que il y a beaucoup plus d'insécurité, il y a beaucoup plus d'emplois précaires de manière générale, bah, moi, personnellement, à 29 ans, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour m'éclater, quoi. Clair. J'ai pas envie de donner ma vie, et d'être fatiguée et d'être épuisée. Si c'est pour qu'à 65 ans, on me dise, bah, c'est bon, tu peux t'arrêter et pour en plus gagner 1000 balles parce que clairement, ça va être ça, tu vois. Donc, je pense que ça rejoint aussi ce côté-là de cette génération de profs-là. Bah, en fait, on n'a peut-être pas envie de se donner corps et âme pour un métier qui ne nous reconnaît plus et qui ne nous donne pas, bah, tu vois, cette reconnaissance, cette bienveillance aussi dont tu parlais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ça, Mais je suis totalement d'accord. Si, je suis totalement d'accord. Peut-être que si on était dans de meilleures conditions, puis, moi, franchement, honnêtement aussi, et pourtant, je suis plutôt de nature optimiste, ça fait vraiment partie de mon caractère, mais
je suis désolée, mais je suis pas très optimiste, là, en voyant ce qui se passe. Là, j'ai pas d'enfant, mais si j'en ai, et pourtant, je suis très attachée à l'école publique. J'aime l'école publique pour sa diversité, pour le fait que ce soit gratuit. Punaise, c'est une chance, mais énorme d'accéder à l'école, gratuitement, et j'espère que ça le restera, longtemps, mais je suis pas très optimiste, sur les conditions, quoi. Moi, je suis pas sûre, hein, j'ai pas envie de mettre mon enfant dans le privé, mais waouh, ça me rend super triste, quoi, de me dire qu'il va se retrouver à 32, que je suis même pas sûre qu'il soit en sécurité, parce qu'en vrai, c'est pas sécurisant, et c'est pas du tout, en tapant sur les profs, c'est vraiment sur le fait que l'institution ne rend pas ça sécurisant. Ils sont dans des conditions qui vont pas. Moi, franchement, ça me fait peur pour les futures générations. Ça me fait peur comment va évoluer notre métier, parce que là, nous, on est déjà fatigués. Et pourtant, et moi, ça fait 7 ans que j'enseigne. C'est ma 7e rentrée. Alors, celle-ci, elle est au Québec, mais du coup, 6 ans en France. Et on est déjà fatigués. Et mes collègues, même donc, par exemple, j'ai un collègue qui avait 62 l'année dernière. Donc, il lui restait plus que 2 ans à tirer. Il a dit, je vais encore tenir un peu et tout, mais courageux, quoi. Et il m'a dit, mais tu sais, Caro, moi, j'aurais jamais commencé ce métier à l'heure où toi, tu le commences. Parce que lui, il m'a dit, honnêtement, je vais te dire, j'ai eu 15 piges, quand même, 20 piges, où ça allait encore. Là, il trouve que les dernières années, il m'a dit, ça vaut bien les 20 piges que j'ai vécues, quoi. Et du coup, même dans les générations de profs, visiblement, ça s'est empiré. Si nous, déjà, à ce stade-là, on en est déjà là, je n'imagine même pas dans les années à venir. Et donc, en fait, c'est en ce sens où j'aime beaucoup mon métier, mais j'ai peur de ne pas pouvoir l'assumer mais c'est même sûr que jusqu'à 65 ans, je suis pas très optimiste sur le fait que je vais pouvoir tenir, quoi. Parce qu'il faut aussi se protéger et puis c'est trop prenant. Je sais même pas comment, à 50 ans, même juste à 50 ans, tu peux encore résister à ça, quoi. Et parce que aussi, la société évolue, puis nous, on est coincés dans un système archaïque qui, lui, n'évolue pas du tout. Pourtant, on nous demande des choses, par exemple, le numérique. Moi, je suis OK avec ça. On nous demande de le faire, mais sans équipement. Donc, moi, on me demande de faire du traitement de texte, du machin, du truc. Moi, j'ai eu 1 fois, 2 fois, peut-être un tableau numérique. T'as plus d'ordinateur, il y a plus de salle informatique. Donc, on nous demande des choses pour faire genre, on évolue avec la société. Donc, dans les programmes, ils le mettent. Mais toi, t'as rien. Donc, en fait, on est coincé entre 2 mondes là, et j'ai l'impression que je suis vraiment pas optimiste pour la suite. Et en plus de ça, peut-être qu'il devrait justement nous permettre un peu plus de liberté. Même nous, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté ensemble, Lucie, mais sur le fait que nous, on se pose des questions sur notre métier, on a envie de rester là-dedans, on sait qu'on a envie de rester là-dedans malgré tout, parce qu'on aime ça quand même aussi. Mais tu sais, on nous donne pas d'impulsion à faire mieux, à réussir, à évoluer. Tu sais, là où, par exemple, tu rentres dans une boîte, puis tu sais que tu vas pouvoir évoluer, avoir des promotions, etc. Et je parle pas salarial, mais juste d'apprentissage, quoi, d'évoluer dans son métier. Nous, non, t'es prof, puis t'es prof, quoi. À la limite, t'es prof de prof, mais encore une fois, faut repasser des concours, machin, comme si t'avais encore pas de légitimité, quoi. Alors que, punaise, ça fait 7 ans que tu le fais, et que, je pense qu'on commence à, il y a encore plus si on dure dans le temps, et donc donner des impulsions, on nous parle pas de passerelle, on nous parle pas d'évolution, on nous parle pas de ça. Donc, moi, je pourrais me projeter dans un système où on me propose des choses comme ça, mais actuellement, c'est un néant, quoi. Et moi, j'aimerais pouvoir continuer à donner aussi de moi-même, parce que je sens que j'aime ça. Je pense que mes élèves, en tout cas, m'ont toujours rendu, je pense avoir été, dans les années que j'ai faites, en tout cas, peut-être à leurs yeux, une bonne prof. Mais si on m'avait donné l'impulsion, je pourrais dire, ouais, je serais capable de rester jusqu'à 50 ans. Mais actuellement, je suis pas optimiste, j'ai pas d'impulsion, mais j'aimerais qu'ils m'envoient un peu de paillettes là, pour des paillettes dans mon métier, tu vois, pour avoir envie de le faire jusqu'à 60, quoi. Oui, puis je pense qu'il y a un vrai manque, pour parler de ça, de l'impulsion, il y a un vrai manque d'ambition aussi, du coup, qui est lié, peut-être, c'est mes réflexions personnelles aussi, parce que je pense qu'on en a beaucoup, mais qui est lié à 2 choses. Déjà, je trouve que dans l'éducation, je parle en maternelle primaire, c'est majoritairement des femmes. Et on sait que
en tant que femme, on a souvent ce truc de un peu syndrome de l'imposteur, de manque de légitimité aussi, j'ai l'impression, en écoutant beaucoup de podcasts là-dessus, en regardant, puis en parlant avec des femmes tout simplement, hein, de ce truc un peu d'ambition, de vouloir plus, de vouloir aller plus loin, comme si c'était mal vu ou comme si c'était pas accessible. Et j'ai l'impression que dans l'enseignement, c'est un peu aussi le cas parce que comme on est un peu dans un truc enfermé où comme tu dis, t'es prof et il y a pas tellement d'évolution possible, en tout cas à part directeur, directrice, inspecteur, inspectrice ou conseillère pédagogique ou maître formatrice. En fait, des fois, t'as pas toujours envie d'évoluer aussi dans le milieu scolaire en tant que tel. Parfois, t'as aussi envie de faire autre chose. Et en fait, on nous en parle pas. Mais pour moi, c'est parce qu'en fait, on veut nous garder bien au chaud parce que ça les arrange bien, l'institution, etc. Parce que s'il y a plus de profs, c'est marrant que tu dises ça pour revenir à ton argument d'avant. Est-ce que, c'est une question du coup qui me vient en tête. Est-ce que du coup, c'est parce que majoritairement il y a des femmes qu'on a pointé, qu'on est c'est un truc de cause à effet? Ouais. Est-ce que ça se trouve c'est parce que tu sais les métiers du care par exemple comme ils disent, il y a un truc tu sais qui est vraiment il y a beaucoup de femmes, ils se sont rendus compte et d'ailleurs pendant le Covid ça a été très révélateur, ils ont dit que vraiment c'était une majorité de femmes qui avaient participé justement à la continuité de l'économie du pays, pour que tout puisse se continuer à se passer, c'était majoritairement grâce aux femmes. Et est-ce que, du coup, ça me pose une question, tu vois, ouverture de débat, mais est-ce que parce que justement, il y a une majorité de femmes, du coup, on ne nous permet pas l'ambition, tu sais, est-ce qu'on peut pas rêver plus grand pour nous parce que souvent, pendant longtemps, il y avait peu de femmes dans des hauts postes. On a du mal à imaginer effectivement l'image d'une femme avec de l'ambition. Est-ce que parce qu'on est dans un métier, tu sais, par exemple, dans les hôpitaux, il y avait vraiment ce truc-là révélateur. Pareil, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Où on dit à une femme, on va dire, est-ce que t'es infirmière? On te demandera jamais en premier si t'es médecin. Et c'est hyper révélateur. Et effectivement, du coup, est-ce que, d'ailleurs, on dit plus souvent inspecteur qu'inspectrice aussi. C'est un peu dans nos métiers. Du coup, ça me pose question. C'est une très bonne question parce que j'y ai pas réfléchi. On est quand même dans une époque où en tant que femme, on essaye quand même je trouve que la parole, on l'a toujours prise, mais en tout cas, on essaye de l'écouter un peu plus. Elle est plus affichée, plus assumée aussi. Mais je pense, c'est vrai qu'il y a encore ce truc de légitimité moi, je le vois, tu vois, moi, personnellement, des fois, je fais des trucs où même là avec le podcast tu vois où j'ai des idées et je me dis mais non mais si ça marche pas mais mais peut-être que je suis pas assez je suis pas à la hauteur tu vois ça revient là-dessus je suis pas à la hauteur je me sens pas j'ai peut-être pas les compétences mais en fait à un moment donné je pense alors il faudrait inviter un homme clairement je sais pas non mais j'aimerais bien en plus mais c'est vrai que j'ai des amis hommes qui sont enseignants mais il y en a peu. Et j'aimerais les inviter pourquoi pas pour parler de ça, tu vois. Même par rapport à l'autorité. J'ai vu des choses dans des classes dans lesquelles j'étais où dès qu'il y avait un remplaçant homme, le comportement de mes élèves changeait. Parce qu'il y avait un truc et je vais être cash parce que je le sais, parce que moi j'ai eu des parents qui me l'ont dit, j'ai quand même une mère qui m'a dit en rendez-vous parents, de toute façon mon enfant a peur des hommes. Donc en fait, c'est bien qu'il y a un truc quelque part ok, donc en fait, je suis une femme, donc votre enfant ne va pas me respecter car il n'a pas peur de moi. C'est ça que ça veut dire. Et bon, bref, ça c'est un truc de respect d'éducation aussi. Mais peut-être qu'effectivement, il y a une question qui se pose là-dessus sur comme l'éducation c'est un métier qui a été et qui est même avant qui était. Mais en même temps, c'est pas vrai parce que les premiers enseignants c'était des hommes, tu vois. Mais parce que c'était vu comme un haut poste. C'est vrai. Tu sais, il y avait ce truc, je me souviens de l'instructeur qui faisait partie de la mairie, le mec, quand même. À la base, c'était un mec de la mairie, c'était vraiment intimement lié à la mairie. D'ailleurs, c'est pour ça que les écoles sont liées à la commune, et puis tu sais, après les collèges, la région, etc. Et du coup, le mec, c'était un mec, mais parce que justement, je pense, c'était administratif. Tu sais, c'était à l'époque, c'est l'instituteur, quoi. C'était the mec de la situation, quoi. Après le maire, t'avais l'instituteur, le boulanger, enfin tu sais, c'était très marqué comme ça. Mais je pense qu'il y a un peu ça. Et d'ailleurs, ça me fait encore penser à un truc, mais parce qu'en fait, ça rebondit sur une idée de tout à l'heure.
est-ce que aussi un homme enseignant, du coup, je me pose la question, est-ce qu'il a le même sens du sacrifice qu'une femme? Je pense que malgré nous, tu vois, ça me fait chier de me dire ça, mais j'ai l'impression que je suis parfois par rapport à certains mecs, je vais plus avoir le sens du sacrifice, me dire je cède, tu sais. Du coup, je me demande, est-ce que dans l'enseignement, est-ce que eux-mêmes ils ressentent le même truc là intrinsèque là, ouais, comme nous on peut le voir où on parlait tout à l'heure en se disant, tiens, moi j'ai l'impression comme le truc de vocation, tu vois, de faire un sacrifice parfois, de donner de soi, etc. Ça se trouve le mec, il est là, il ressent pas du tout ça, il fait son taf, il arrive à rentrer chez lui tranquille, tu vois. Effectivement, je pense que dans mes collègues enseignants masculins, en tout cas dans ceux avec lesquels j'ai travaillé, j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus de détachement. Et ils aimaient ce qu'ils faisaient, c'est vraiment des enseignants, ils sont toujours enseignants aujourd'hui, mais il y a moins ce rapport à l'enfant un peu qu'on nous incombe, tu vois, de trucs, de femmes, de rapports, voilà. Il y a un rapport plus autoritaire, naturel, qui moi me gêne beaucoup parce que j'ai eu l'impression de devoir en faire plus pour me faire respecter. Pas par tous les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont bien éduqués et qui respectent l'adulte quel qu'il soit. Mais j'ai aussi beaucoup ressenti ce truc de en fait t'es une femme donc Et ce qui est fou, c'est que pourtant on est quand même entouré à 90% de collègues féminines. Mais oui. Donc en fait je sais même pas. Ça montre bien qu'on a les épaules pour, tu vois, quand il y a des directions. Moi là par exemple j'ai 2 directrices, j'ai eu d'ailleurs dans ma carrière, j'ai eu un directeur, mais après ce n'était que des femmes. Pareil. Donc comme quoi ça montre bien que si on est assez solide, mais encore une fois ça doit être aussi, comme tu disais, c'est une question d'éducation aussi. Il y en a aussi qui m'ont dit moi de toute façon j'écoute que les hommes. Moi j'en ai déjà eu un parce que à la maison malheureusement, j'avais bien compris que sa maman elle avait pas le droit de le faire, elle dire ce qui va pas et ce qui la dérange et c'est dur franchement. Et des fois, et c'est pour ça qu'on dit que encore une fois notre métier aussi, il y a des trucs tu vois, tu peux montrer tout ça. Moi mes petites filles dans mes classes, moi je leur dis qu'il faut qu'elles mangent le monde, tu vois. Faut qu'elles, parce que malheureusement des fois, et encore il y a encore d'autres minorités, si t'es une femme tu vas te battre plus, si t'es une femme noire tu vas te battre encore plus. Malheureusement les minorités, on a l'impression qu'elles doivent se battre 2 fois plus. Et heureusement aussi que l'enseignant est là, que l'école contrebalance des fois avec les familles, justement pour ces petites filles là, pour leur montrer que bien sûr que tu peux faire des choses et d'avoir de l'ambition. Tu vois, nous, c'est horrible, mais même nous, dans notre truc, on va dire d'une femme, un mec, il est ambitieux quand il a des grandes idées et tout. On va dire d'une femme qu'elle est égoïste parce qu'elle est censée avoir des enfants. Qu'elle en veut trop. Exact. Alors que c'est pas vrai. Bien sûr qu'il faut de l'ambition, et moi, j'ai envie de motiver toutes les générations de filles, de femmes, etc. à avoir de l'ambition. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, et je suis contente peut-être qu'on se soit rencontrés aussi, parce qu'on a beaucoup discuté, et de se rendre compte que c'est pas égoïste. Mais c'est normal, et c'est tant mieux, quoi, d'avoir de l'ambition, et j'espère que dans le futur, ça va continuer. Non, mais c'est ça, et de pas s'excuser d'en avoir. Tu vois, moi, j'ai parlé avec beaucoup de collègues, et quand j'ai dit, tu vois, à mes collègues parce que moi, j'ai décidé de démissionner de l'éducation nationale, et quand j'ai dit à mes collègues qui sont plus âgés, qui sont là depuis plus longtemps, que je démissionnais et que je partais au Canada, la première chose qu'on m'a dit, c'est mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir? Mais en fait, je suis pas partie déjà, mais c'est moi qui fais un peu, tu vois. Et tu sais, comme si, et je suis sûre, non, je suis pas sûre, j'ai pas envie d'être sûre, mais est-ce qu'on aurait dit la même chose à un mec? Je sais pas. Franchement, je sais. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois, mais ça, en tout cas, ça questionne. Et puis comme si en plus, et donc ça, il y a un double truc, il y a ça, et il y a le côté aussi enchaînement de l'éducation nationale où on m'a dit, tu vas faire quoi? Mais tu vois, c'est cette injonction à toujours être dans justement cet aspect sécuritaire de mais attends, mais là tu fais quelque chose que personne ne fait. Pourquoi tu fais ça? Un chemin un peu sinueux pour ça. Non, mais en plus on m'a dit mais attends, t'as passé un concours. Je lui ai dit mais à ma collègue qui me dit ça, je dis mais t'as vu le concours que j'ai passé? J'ai dit c'est une blague ce concours. C'est une blague. Assez de monde, on peut l'avoir. Non mais je suis sûre que demain si j'appelle on me dit il y a de la place même en tant que contractuel si jamais j'ai envie de revenir. En tout cas pour revenir à ta question, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une question qui se pose parce qu'en effet, je pense que l'impulsion et le manque d'ambition font que on reste à notre place aussi. Et on reste bien à notre place et on fait pas trop de vagues.
Parce que quand on voit les manifestations, les profs, comme tu disais si bien tout à l'heure, pour qui on râle? C'est pas pour nous. Non. C'est pas pour nous, c'est toujours pour les autres. Mais peut-être qu'il serait temps qu'on râle pour nous, en fait. Qu'on râle. En fait, nous, nos conditions de travail, ça va pas. Quand tu vas dans une école et qu'il y a pas de chauffage, en France, en 2023, moi, je m'en rappelle, il y a des années, en décembre, j'étais dans ma classe en doudoune. Ah ouais, mais ça m'est arrivé dans des écoles aussi. Mais c'est fou. Et puis, tu sais, c'est des situations qui se recoupent. Moi, j'ai la pire situation que j'ai eue et j'ai carrément été, bon, c'était ma première année au Muro. Je suis tombée dans une école où ça m'avait tellement choquée. Je devais, donc c'était une classe de toute petite section, parce qu'en vrai plus il y a les classes de TPS, donc c'est des classes de 2 ans et demi. Et ils allaient au dortoir. Et en fait, à la fin du dortoir, normalement, avant de s'habiller, ils vont faire pipi. Donc une situation tout à fait normale jusque-là. Sauf qu'il n'y avait pas de toilette parce qu'en fait, c'était une école qui avait été... il y a eu un dégât des eaux dans leur école. Donc il n'y avait plus de la maternelle. Ils les ont mis en élémentaire et ils ont refait des sortes de classes... ils ont mis le mobilier, quoi. Sauf qu'il n'y avait pas de toilette pour les maternelles. Donc c'était une tannée. T'avais 4 étages à monter avec un toilette adulte. Voilà. Donc... effectivement, il y avait apparemment quelques toilettes de maternelle, mais dehors, donc tu pouvais pas les faire sortir en slip, évidemment, traverser toute la récréation pour aller faire pipi dehors. Donc, ce qu'on m'a proposé comme alternative, j'ai mon collègue, j'ai cru qu'il rigolait au début, j'ai mis du temps à capter, il me tend un verre doseur de cuisine, hein, on entend bien, et donc, il y a un petit... comme d'habitude, quoi. Hein. Moi, je remplaçais, donc je ne connaissais pas, quoi. Et hop, il prend, et puis il fait pipi dedans. Et puis, hop, il se le passe. On était juste après le Covid, hein, et là, je me disais, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, il se le passait de main en main, de pipi en pipi. Les petites filles, elles peuvent pas. Non, elles peuvent pas. Et voilà, encore une fois, voilà, t'es une fille, c'est une minorité, pas de chance, pas de toilette, pas de pipi pour toi. Et donc moi j'assistais à ça, puis j'étais et j'ai dit mais tout le monde est ok avec ça là Après elle fait oui, il y a pas de toilette parce qu'en termes de logistique c'était compliqué. Je dis je sais pas, moi je vais les habiller puis je vais aller aux toilettes quoi. Elle me dit oui mais tu sais il y en a des fois ils peuvent pas se retenir et tout. J'entends bien mais attends, dans ces cas-là on met un pot, tu sais je sais pas, on trouve une solution, on appelle la mairie, on demande un toilette dans le dortoir, un toilette au moins pour les petits. Parce que là, ça fait combien de temps? Moi, je crois que c'était un remplacement en décembre. Donc, ça faisait bien 4 mois que le truc avait commencé. Puis, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, ces maternelles-là. Bon, écoute, personne n'avait rien fait. Moi, c'était ma première année. En plus, j'étais remplaçante. Bon, ma position, elle était quand même pas simple. Mais j'avais envie de changer, tu sais, de bousculer ce truc-là. Et donc, j'en avais parlé à mes ATSEM dans mon école en leur disant, je suis choquée. J'ai assisté à un truc là. Les gars, on n'est pas en France. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas de toilette, quoi. Et donc, j'en avais discuté avec elles, puis elles ont dit, non, mais j'avoue, c'est pas normal. J'ai dit, mais moi, je connais personne à la mairie. Je savais pas vers qui me tourner, je savais pas. Et au final, donc, sous couvert de mes ATSEM, elles en ont parlé à leur responsable parce que les ATSEM sont gérés par la mairie. La responsable, du coup, en a parlé à la mairie, etc. Et il y a quelque chose qui a été fait, qui en tout cas, ils ont revu, visiblement la gestion, etc. du dortoir. Alors, je sais pas trop, après, j'y suis pas retournée, donc j'ai pas su, si j'y suis retournée une autre fois, on m'a attendu un verre 2 heures pour faire des sablés. J'ai refusé parce qu'on m'avait sorti du dortoir. Donc j'ai dit ah ouais. Donc c'est potentiellement le même verre. Donc moi c'est une école, j'avais été hallucinée quoi, vraiment. Mais en plus au-delà de ça, c'est d'une violence. C'est violent. C'est pour ça que je te dis la misère, tu vois, ça faisait partie de ma première année, mais j'étais au bout de ma vie, j'ai dit mais c'est pas ça. Enfin là, on est. Non, puis on parle d'enfants qui ont 2 ans et demi, donc qui ne connaissent pas l'école. C'est leur première année. L'argument du pot, notamment, quand je leur ai dit on pourrait au moins mettre un pot, on m'a dit oui, mais après ils vont revenir sur le pot et pas aux toilettes. Mais en même temps, dans sa vie en général, on va jamais pisser dans un gobelet. C'était une école où notamment ils avaient vu des élèves après faire pipi dehors comme ça, debout, normal. Mais bien sûr, pourquoi? Si on a le droit de pisser debout dans le dortoir, moi aussi je vais pisser en récré. Enfin, et en fait, j'étais aberrée. Et c'est pour ça, je me souviens vraiment, j'en avais parlé moi dans mon école à moi, parce que c'était extérieur à cette école, mais en disant, mais venez, on en parle. Moi, j'ai un ami qui travaillait dans la presse locale, justement, que j'ai voulu faire venir, etc., sur plusieurs choses au Muro qui m'avaient tellement choquée que j'ai voulu faire venir la presse, j'ai voulu en parler.
Parce que je suis désolée, mais c'est des problèmes d'État, tu vois, plus que les réformes, machin, qu'on voit, les choses qu'on voit pas finalement dans les classes, montrer ce qui se passe vraiment. C'est pas normal de pas avoir de toilette ou de pas avoir de chauffage. Tu sais, on parle même plus là d'enseignement, là on parle juste de conditions, de trucs, de base, de base quoi. Genre l'humain quoi, les trucs vitaux. Ah mais tu vois, c'est fou parce que comme quoi c'est vraiment un choix politique et c'est tout. Hein. C'est que si on recensait tous les trucs qui fonctionnent pas, mais des trucs de base, mais ça fait partie de la violence aussi pour moi. Violence, de l'école, la désillusion aussi. En tant qu'enseignant, en tant qu'élève, moi je sais pas, mais il y a des écoles, putain t'as pas envie d'y aller quoi. Moi j'en voyais dans les quartiers là, tu te dis putain elle donne envie de vomir quoi. Putain c'est la première fois où le gamin il va à l'école et c'est une prison quoi. T'as pas envie d'y aller, ça te donne pas envie. Et heureusement, encore une fois, les enseignants, on essaie de mettre des petits tapis, camoufler un peu, faire des beaux affichages, mettre des petits trucs de couleur, leur faire des belles étiquettes. On essaie quand même de rendre ça un peu chaleureux, mais sérieux, moi je me suis retrouvée déjà à aller acheter des trucs chez Ikea, mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, on le fait parce qu'on veut que ce soit un enseignement de qualité. Tu vois, je me suis vue acheter un manuel pour faire des photocopies quand il y avait les nouveaux programmes, parce qu'ils te pondent les nouveaux programmes, mais les mecs ils te mettent pas les manuels qui vont avec. T'arrives, moi c'était 1995 les manuels, en année de naissance. Et j'étais en mode, bien sûr, enseignons les nouveaux programmes avec des manuels de 1995. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un exemplaire, parce qu'évidemment tu peux pas en acheter 25, vu le prix du truc. Sauf qu'ils disent, non, pas de budget. Bon ok, j'en achète un, puis je fais des photocopies. Bonsoir la planète en plus, mais voilà, pas le choix. Et donc, même nous, on pallie, genre pour pouvoir faire un enseignement de qualité, on arrive quand même à nous taper dessus, mais on pallie à ces problèmes-là et ça se sait pas. Ça se sait pas parce qu'on te vend du rêve à la télé, et encore une fois, on y revient, et ça, c'est hyper violent. Franchement, c'est violent. T'es jeune prof, t'arrives, tu vois qu'il y a rien. Moi, je m'attendais on dit, comme tu dis, on te dit que t'as du budget, on te dit que t'es en répus, on te dit que machin, que truc, des fois, on te donne un peu, on te vend un peu du rêve. Notamment même, je sais pas, on a commencé la prime d'entrée dans le métier. Regardez, on vous donne 1500 balles parce que tu rentres dans le métier. Ouais, mais 1500 balles sur toute ta carrière, si tu restes jusqu'à 65 ans, bon, tu les as vite, tu les as passés en achetant des manuels à tes élèves, voilà. Mais justement, pour reparler de cette violence-là, je voulais parler, c'est intéressant que tu parles de, moi, ça me choque ton histoire avec les petites sections, franchement, j'en ai pleuré en dessous. Tu disais tout à l'heure, parce que quand tu rentres chez toi, tu repenses. C'est pas un truc où tu finis un dossier, c'est bon, le dossier il est fini, tu passes à autre chose. C'est pas ça. Tu peux pas. Alors effectivement, avec l'expérience, t'apprends à séparer, à cloisonner un petit peu plus. Mais quand t'as affaire à un élève qui vit des trucs horribles à la maison, tu peux pas rentrer chez toi. Bon c'est bon, hop, ma journée est finie. Vas-y. Pour revenir sur le truc de violence, toi comme moi, je sais qu'on a été confrontés à des situations violentes. Moi, j'ai été confrontée à des insultes d'élèves. J'ai été, puis il y a le manque de respect aussi quotidiennement qu'on peut avoir chez les élèves, l'insolence. Enfin, il y a toutes ces micro-violences là. Il y a aussi des violences entre élèves. Moi, je m'en rappelle même encore aujourd'hui, où quand t'as deux gamins de 10 ans qui sont plus grands que toi, parce que c'est la réalité aussi. Ils font pas tous mignons à mes en fait, c'est l'image de la primaire aussi. Ça va, t'as les petits, moi j'ai ouais, c'est ça. Viens voir, ouais. Mais où tu dois arrêter des bagarres, et moi ça m'est arrivé d'arrêter des bagarres entre élèves dans la classe où tu te prends un point en fait, tu te prends un point dans la figure parce dans que le feu de l'action ils ont envie de l'aplatir l'autre, donc le nombre de paires de lunettes de soleil que j'ai perdu dans la bataille, franchement, et je sais que c'est pas envers moi, mais c'est violent des fois de voir. Moi j'ai vu des petites filles aussi s'arracher les cheveux comme ça là, se traîner sur 1 mètre, et tu te dis mais c'est violent, et toi t'es là, tu te reçois ça, puis t'as pas vraiment toi t'as pas appris, qu'est-ce que je fais, j'y vais, tu vas séparer évidemment, parce que en plus t'es le cadre, c'est-à-dire que c'est toi qui dois assurer la sécurité, mais c'est pas sécurisant ces moments-là, même toi t'es pas en sécurité, parce que de toute façon ils ont envie de se dégommer, toi tu prends les coups perdus un peu, les balles perdues au milieu de tout ça. C'est violent, tu rentres chez toi, t'as vécu de la violence. Je suis pas dans beaucoup de métiers non plus où t'assistes à des gens qui se tapent sur la gueule. Mais c'est vrai que moi je voulais te poser la question, parce que la violence à l'école elle a toujours existé. Tu vas dire que avant, je sais pas en tout cas si avant c'était moins violent.
je pense que des gamins violents, il y en a toujours eu. Bien sûr. Des bagarres, il y en a toujours eu. C'est peut-être le degré. Le degré a peut-être, parce qu'en fait, je pense quand même l'arrivée d'Internet a dû quand même bouleverser les. Alors nous, on est quand même nés à l'ère d'Internet. Malgré tout, on est une génération, la nôtre en tout cas, on est quand même. On n'est pas nés à l'ère des réseaux sociaux. Ouais, mais nés à l'ère d'Internet, donc on avait accès aux petites choses, mais nos parents, ils avaient encore une main là-dessus. Et puis c'est vrai que eux maintenant, même il y en a, ils ont des téléphones en CM2, puis ils ont accès à tout quoi, Insta, Snapchat, TikTok, etc. Je pense qu'ils accèdent à des trucs violents. Après les jeux vidéo aussi, malgré tout, ça reste un fléau. Les petits, ils ont des tablettes, machin, donc je pense qu'ils accèdent. Je pense qu'il y en a toujours eu, mais c'est peut-être le degré capté. Mais comment tu l'expliques? Parce que je pense pas que ce soit effectivement Internet, la violence entre eux. Moi, c'était pas tellement ça, parce que je pense que de la violence entre élèves, il y en a toujours eu. Et l'école, c'est le reflet de la société aussi. À un moment, on doit t'apprendre à vivre ensemble. Moi, la question, c'est plus la violence à l'égard des enseignants. Moi, je pense que j'aurais un argument, parce que c'est une question que je me suis déjà posée aussi. Parce que t'as beau donner le meilleur de toi-même, effectivement, ça peut quand même être violent en face. Malheureusement, je pense qu'on représente une figure d'autorité. Et tu sais, un peu comme la police. Le fait qu'on soit, tu sais, l'enseignant, ça fait partie de figure d'autorité. En plus, et notamment aussi de l'image qu'avait l'enseignant avant. Et donc, malgré toi, t'as beau être peut-être le prof le plus chill du monde, tu vois. Je pense que tu représentes l'autorité. Et donc forcément aussi quand t'es jeune, etc., t'as envie de défier un peu l'autorité. Il y a un peu ce truc-là que tu peux même avoir avec tes parents finalement. Bien sûr. Sauf que là, les parents, ils ont l'historique, etc. Puis on se permet plus de choses avec ses parents parce que on sait que ça se règle parce qu'on vit ensemble. Enfin, tu vois, tous les jours, c'est tes parents, tu les aimes, etc. Ton prof, t'es pas obligé de l'aimer en soi. Mais tu vois, un élève qui roulait des mécaniques, c'est truc à l'ancienne. Il était en CM2. Putain, il m'a fait vivre un enfer. Je le remplaçais. Et en fait, j'ai voulu comprendre. Je lui ai dit, moi, j'adore mon métier. J'aime bien leur dire, tu sais, je leur explique souvent que j'aime vraiment mon métier, mais que je le déteste à ce moment-là. Parce que je comprends pas. Et que de la même manière où parfois, lui, il comprend pas, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui lui a dit un truc, ça la vénère, il a pas compris. Bah, moi, ça me vénère et j'ai pas compris, tu vois. Et des fois, je leur parle comme ils me parlent, tu vois. Ça m'a vénère. Genre, j'ai pas compris pourquoi tu t'es là, t'es en train de me faire chier depuis 10 heures, là, tu vois. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, c'est parce que t'es prof. Mais, tu sais, c'est quoi? Genre, ouais, je suis prof, mais j'ai pas l'impression d'être la plus relou non plus. J'ai envie de savoir. Parce que tu représentes l'autorité. Comme la police. Et il m'avait dit ça. Et, ça. Ouais. Et j'ai dit, ok, mais tu vois, je comprends mieux. Je dis, mais moi, je suis pas la police, en fait. Moi, tu vois, normalement, je suis pas là pour faire des règles, moi, j'ai vraiment envie de t'apprendre des choses, etc. Puis je m'étais rendu compte que ce petit loulou, là, il foutait la merde parce qu'en fait, il savait pas lire et qu'il s'est retrouvé en CM2, tu vois. Un truc tout bête. Qui est lié, en plus, il se fait chier. Bah, qu'est-ce que je fais? Je me fais chier, je fous la merde. Tu sais, ça vient un peu en cascade, quoi. Et donc, en fait, on en est venu à un truc où il m'a saoulé et puis c'est devenu l'élève le plus intéressant du monde parce que du coup, on en a vraiment discuté, ce truc-là. Parce que c'est vraiment une question que je me suis posée, tu vois. Et après, je dis, mais tu vois, tu me laisses pas ma chance. Parce que, pour toi, je suis une figure d'autorité. Tu vois, tu omets la personnalité, le fait que je suis quelqu'un derrière. On repart de ce truc de l'humain. Mais derrière, cette figure d'autorité de étiquette prof, tu vois. Je lui ai expliqué, moi j'aime trop, je lui ai dit, tu vois, je suis sûre qu'on a des centres d'intérêt. Moi par exemple, j'écoute du rap, tu vois, j'aime bien le rap. Tu sais, j'ai dit, mais ouais, mais tu vois, t'as pas cherché à le savoir. Moi j'ai envie qu'on parle de nos intérêts communs. Parle-moi de tes passions, qu'est-ce que t'aimes écouter, qu'est-ce que t'aimes faire quand tu joues dehors, etc. Et en fait, il avait pas vu ce truc-là d'humain, derrière cette étiquette de prof figure d'autorité. En plus, ça fait rire les copains, évidemment. Et au final, après, les autres qui lui ont dit, elle est trop cool. Elle est trop cool, pourquoi t'es petit? Même après, ça s'est retourné contre lui en mode, putain, arrête, quoi. Puis au final, à la fin de la journée, cet élève, il s'est excusé. Et il m'a dit, j'espère que vous allez revenir remplacer dans ma classe, tu vois. Parce que, tu vois, à un moment, j'avais mis du sens sur ce qu'il vivait, sur ce que moi, je vivais aussi. Et puis, je pense aussi que, en plus de cette figure d'autorité, malheureusement aussi, on représente l'école. Et c'est une école, tu sais, qui est inégalitaire. C'est une école aussi qui va pas bien. Donc nous, on n'est que le reflet d'une école qui va pas bien, donc on nous le renvoie. Tu sais, je pense que c'est violent
quand on disait que l'école, il y en a, ils sont vraiment chum, il y a pas de moyens, c'est dégueulasse, ou tu vois, il y a pas de chiottes, enfin des trucs tout con. Qui représente l'école? L'enseignant, le directeur et les enseignants. Du coup, c'est genre, ton école, c'est de la merde, t'as pas envie. Donc, je pense que ça aussi, ça peut rendre violent. Tu sais, on renvoie une image d'une école hyper inégalitaire. Même nous, on le dit. Même nous, on fait partie du système. Moi, j'ai toujours dit, je fais partie du système parce que j'ai envie de le déconstruire, tu vois. Exactement ça. Et en vrai, c'est vrai, tu vois, je fais partie d'une école dans un système que je déteste. J'aime l'école, mais je déteste le système, il est inégalitaire et je suis trop triste parfois de me dire je suis représentante. Je fais partie de ce système. Bien sûr. Mais c'est fou ce que tu dis, enfin c'est hyper intéressant parce que moi c'est exactement pareil et c'est ce pourquoi j'ai démissionné et j'ai surtout démissionné pour pouvoir partir au Canada parce que c'était la seule option que j'avais. Mais ça faisait aussi partie d'un cheminement où je me suis dit comme toi quand je suis arrivée, je voulais déconstruire les choses, je voulais enseigner des choses qu'on n'enseignait pas, tu vois. J'avais fait une formation pour apprendre à mener des ateliers philosophiques. La même année, il y a Blanquer qui supprime les réflexions philosophiques dans le programme. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, des trucs qui permettent aux enfants de réfléchir et se poser des questions. Et en fait, quand je suis rentrée dans ce système, j'avais l'énergie, tu vois, et pourtant ça fait pas si longtemps, hein, ça fait 6 ans, donc 5 ans. J'avais l'énergie et tout, et quand j'ai vu la machine, je me suis dit mais comment tu veux changer? C'est hyper difficile en fait de changer les choses. Et pareil, moi j'ai commencé à ressentir vraiment du dégoût parce que je me suis dit et comme tu dis, je représente et je fais partie d'un système que je méprise parce qu'en fait moi je veux pas de ça. Mais quand t'es dedans, t'as pas le choix. Tu fais avec ce que t'as. Comme on le disait tout à l'heure, tu t'essayes de sauver les meubles. T'as ton échelle, tu peux changer dans ta classe, mais des fois ça suffit pas. Non, c'est clair. Et en fait, tu peux changer des choses dans ta classe et c'est ce que je faisais. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi. Et du coup, on arrivait parfois à avoir des petits moments de grâce. Mais en fait, c'est tellement petit, c'est tellement que effectivement, puis ça change d'une année à l'autre. Enfin, il y a des classes qui vont fonctionner, il y a des classes qui vont pas du tout fonctionner, et il y a des élèves qui vont te renvoyer ça à la tête. Et toi, à part dire oui, c'est inégalitaire. Oui, moi j'avais des élèves, ma première année en REP+, CE2, hein, donc 7 ans, des gamins petits qui n'avaient pas des vies d'enfants depuis très longtemps. Et un élève qui me dit mais de toute façon ça sert à rien. Nous, on le sait, qu'on va pas pouvoir faire ces métiers-là, ils savaient. Mais oui, bien sûr qu'ils le savent. Ils sont pessimistes. Mais bien sûr. Oui. Mais ils le savent. Ils voient bien que les grands frères en bas, c'est pas du tout cliché ce que je veux dire, parce que moi, c'est des choses qu'on m'a dites, tu vois, mais, les grands frères en bas, ils zonaient, ils se faisaient plus d'argent que moi. Ah, ouais, moi, j'ai un collègue à qui ils l'ont dit, hein. Bien sûr. Et il m'a dit, d'ailleurs, c'était un collègue de CM2, et puis il a dit, du coup, je leur ai appris à siffler. C'est la seule chose, il m'a dit, ça, au moins, ça va nous servir. Il leur avait répondu, parce que la moitié était déjà guetteur à 10, 11 ans. Et c'est triste, mais c'est aussi ça, la réalité. C'est qu'ils arrivent à dire qu'ils vont gagner plus que Watt. Et c'est vrai, en plus, et c'est ça qui est horrible. Donc, si on donnait une école avec plus de moyens, etc., peut-être que ça leur donnerait plus envie, parce que ça leur ferait au moins croire en leur rêve, et en tout cas, en une chance de se dire mais comme j'ai appris à lire, comme j'ai appris à écrire, comme j'ai appris à calculer, etc., et même juste j'ai un esprit critique, mais pour moi c'est la base, hein. C'est la base. Même avant de lire, écrire, compter, hein. C'est le système qui est comme ça, tu vois, et qui formate les gamins à être compétitifs entre eux, à se tirer la bourre quand lui il a eu 20, l'autre 18. Mais c'est hyper individualiste et compétitif de ouf. Et puis même c'est question-réponse, alors que nous on veut qu'ils soient en recherche. Tu vois, pour répondre à un problème, il faut d'abord que tu cherches. Dans la vie, c'est ça. T'auras jamais toutes les réponses comme ça, toutes faites. Même encore nous, justement, on se dit tous les jours qu'on se pose des questions, tu vois. Et bien sûr, on a envie de les mettre en recherche, quoi. Et ça fait des gamins, du coup, qui veulent pas chercher. Moi, j'ai des élèves. Ils n'arrivent pas même. L'école est faite d'une telle manière qu'on leur apprend même pas à réfléchir. Mais c'est fait pour, en fait. Enfin, à quel moment l'école, elle a été créée pour réduire les inégalités? Ça, pour moi, c'est des trucs qu'on martèle pour, tu vois, justement, comme les réformes. Regardez ce qu'on fait, c'est super et tout. Mais à quel moment l'école, elle a été créée pour ça? Mais jamais. Jamais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des éléments de réponse sur pourquoi les profs, décrochent et pourquoi ils veulent plus faire ça, toute leur vie. Je pense que là, c'est clair que, on a parlé dans les podcasts précédents du manque de moyens et tout, mais c'est vrai que le fait de détailler un peu ça, on voit que t'as beau aimer ton métier,
t'as beau faire tout ce que tu peux, en fait, ça suffit pas parce que l'école, elle peut pas pallier à tous les manquements des autres institutions et de la société de manière générale. Et je pense que si t'aimes vraiment ton métier, faut se protéger, faut prendre du recul, faut pas culpabiliser. Si tu es malade, mets-toi en arrêt maladie. C'est important. Et même si c'est pas parfait, bah, on fait ce qu'on peut, quoi. Avec tout ce qu'on a cité, de toute façon, ça montre bien qu'on fait ce qu'on peut, mais parfois, on manque de moyens et de beaucoup de choses. Mais heureusement, il y a du courage. Il y a du courage et de la solidarité. Par contre, quand même, malgré tout, entre enseignants, etc. Puis c'est important d'en discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions et des issues, encore une fois, à notre échelle, mais j'espère qu'un jour on nous entendra. En tout cas, moi j'adore discuter de ça, je trouve ça passionnant et on en a parlé plein de fois en off que effectivement, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur l'éducation. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que ça, comme tu le disais si bien tout à l'heure, en fait, tout le monde connaît. Mais c'est sûr, c'est insécurisant. Et d'un côté, je me dis justement, je pense que l'État camoufle bien ça parce que c'est tellement insécurisant que je suis pas sûre que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis pas très optimiste, mais me dire de laisser mes enfants là-bas et j'ai totale confiance en les enseignants. Bien sûr. Parce que c'est eux justement qui là actuellement je pense parfois ont sauvé beaucoup de situations, mais c'est plus moi ça me rend triste de me dire que mon neveu ou mon futur enfant ou quoi puisse évoluer là-dedans quoi. C'est hyper insécurisant. Et puis nous on le connaît, on l'a vu. Bah c'est ça. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est stressant. Merci pour tes réflexions parce que c'était hyper intéressant. Même moi, ça m'a, voilà, je me suis posé d'autres questions que je vais continuer à me poser parce que c'était intéressant, notamment sur en tant que femme dans l'enseignement, sur plein d'autres choses. Et ça fait du bien aussi de juste parler de son métier. J'ai adoré aussi. C'était vraiment chouette de discuter avec toi. Merci beaucoup et puis pour celles et ceux qui nous écoutent et pour toi aussi, ayons de l'ambition. Et si on est dans une situation qui ne nous convient pas, on peut se faire aider, on peut en parler, on peut changer aussi de métier. Et je dis ça surtout pour les enseignants parce que souvent on se sent piégé et faut pas rester piégé. Si on est malheureux dans ce qu'on fait, on reste pas. Il y a des solutions, il y a des formations, on peut faire des bilans de compétences. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc restez pas et ne restons pas parce que je le dis aussi pour moi parce que je me pose toutes ces questions en ce moment. Il faut en parler, tu vois là typiquement ça fait du bien parce qu'on en parle et ça fait du bien d'être écouté, d'être entendu, d'être compris aussi. Donc take care. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Caro et merci à vous d'avoir écouté. À bientôt.